Bonjour à tous, petite séance de bûcheronnage pour démarrer la matinée en forme avec Baptiste. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, en ce moment je suis en train de faire la tournée des mini plus, donc pour surveiller les provisions. Elle se développe super bien, mais par contre là on nous annonce encore 8-10 jours de froid. Pour certaines, elles ne tiendront pas d'ici là, dans 10 jours. Je pense qu'elles seront mortes de faim. Donc on va faire le tour des mini. J'en ai déjà fait donc une partie hier. Et là, on va s'affairer à retirer les filets que j'avais posés pour le pivert. Et on va faire le tour de tout le monde pour voir s'il y a besoin de compléter avec du candy. C'est parti. Ce matin, on a la chance qu'il fait chaud assez rapidement, quoiqu'on est parti quand même que vers 10h30 pour atteindre quand même les 12 degrés pour commencer à ouvrir et regarder un petit peu la ponte des mini. Les abeilles là, elles sortent super bien, elles ramènent des grosses pelotes de pollen. Elles reviennent bien chargées. Donc en ce moment chez nous, c'est le pollen de merisier qu'elles sont en train de ramener et puis aussi une partie de la fin de la floraison du saule. On va ouvrir les mini pour voir si elles ont besoin de provisions. Comme pour les ruches, donc je regarde déjà les 4 de couvain. Et puis ensuite en arrière, je regarde s'il y a des provisions. Et au pire, si j'ai un doute, je sous-pèse. Et celle-ci, je sens bien que sur l'arrière, il y a du poids, donc je ne vais pas la nourrir. C'est la suivante. Celle-ci, du premier coup d'œil, on voit qu'elle est blindée en réserve ici. Et puis si on regarde bien, on voit bien le couvain fermé qui est là juste sur le haut des cadres. C'est bien pondu ici. Je vais renfumer un petit coup pour qu'elle redescende. Celle-ci aussi. Là, on vient de faire tous les ruchers là. Donc jusqu'ici, j'ai dû en nourrir 2. Disons que c'est niveau provision, elles sont encore bien blindées pour le début du printemps ici. En même temps, quand on voit le rucher, il est quand même bien disposé parce que de chaque côté, on a une rangée d'arbres ici pour couper les vents qui viennent de l'ouest. Et puis par ici, j'ai encore une rangée d'arbres pour vraiment couper les vents. Donc elles sont vraiment bien à l'abri du vent et mine de rien, on crève de chaud. Alors je sais que les gens du sud-ouest vont se moquer de moi, mais là il doit faire entre 14 et 15 degrés. Donc pour nous ici, dans le nord-est, c'est de la chaleur. Je sais que par chez vous, il fait déjà 20-25 degrés. Mais pour nous ici, 15 degrés fin mars, pour nous c'est de la chaleur, pour les gens du nord. Continue. Celle-ci, il y a une belle population ici. Justement, sur ces belles populations-là, il faut vraiment bien regarder les provisions. Bon, elles ont fini sur la luzerne, sur ce rucher-là, donc il n'y a pas de souci. C'est encore très lourd. On voit bien que sur les 2 derniers cadrons, il y a encore beaucoup de provisions. Elles ont même ramené du nectar qu'elles ont remis au-dessus des cadrons. Et les 4 cadrons ici, donc c'est du couvain.
Et on voit aussi du couvain fermé sur l'arrière, qu'on voit plus ici. On voit bien le couvain fermé ici en dessous de mon escale. Celle-ci, pas de souci, on la referme, on ne va pas la déranger plus longtemps. Pas besoin de candy. Celle d'à côté. Par contre, je suis embêtée avec les fourmis sur certains emplacements. Celle-ci plus petite. Et encore un bon cadran de provision, un cadran et demi, donc comme elle est plus petite, je vais pas la nourrir non plus. Elle pond, mais que sur les deux cadrans là. Il y a assez de provisions, vu la grosseur de la population, il n'y a pas besoin de compléter. La dernière. Celle-ci, belle population aussi. On voit que la population, elle est quasi sur 5-6 cadrans. Ici, on a, comme l'autre tout à l'heure, on a 4 cadres de couvain et 2 beaux cadres de provision. On voit bien le miel ici. Et sur le cadran de derrière aussi. Pas besoin de compléter, c'est impeccable pour celle-ci. On va même regarder un cadran de couvain. Hop. Je vais retirer les ponts de cire parce que ça va nous gêner pour regarder ensuite. Hop. Un petit coup de fumée pour que ça redescende quand même un petit peu. On va regarder celui qui est en deuxième position. Voir ce que ça donne au niveau couvain fermé. Bon, dans les mini plus, l'inconvénient c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des fausses constructions en dessous. Parce qu'en fait, entre le plancher et le haut du bas du cadran, si on veut, il y a toujours un espace libre. Et quand il y a vraiment beaucoup de rentrée de pollen et de nectar, elles construisent des fausses constructions en bas du cadran. Là, on a de la chance parce qu'il y a même la reine sur ce cadran-là. On va la voir après. Donc là, on voit bien que la reine, elle a bien pondu tout le couvain, là, qui est maintenant fermé. Là, on voit bien aussi que j'avais traité à la lanière à pivard parce que le cadre, il n'a pas été encore reconstruit. Mais là, je pense qu'elles vont plus tarder à le reconstruire. Et puis, il y a toute la partie de couvain fermée. Donc, pour ce qui est des mini, pour le traitement anti-varroa, je mets une lanière à pivard dans chacune des mini plus. Alors la reine, elle était sur le cadre, elle est ici, on voit son abdomen dans le coin. Je vais essayer de la faire repasser de l'autre côté en l'embêtant un petit peu. Je sais pas où elle est passée. Elle est là. On voit bien, elle n'est pas marquée. Il y a une abeille qui est dessus. Je vais essayer de la faire repartir par là, voilà. Elle est là. Hop là, elle est retombée dans la mini. Voilà. Donc je renfume un petit coup, puis je vais reposer le cadran tranquillement. Voilà. Pour ce qui est des mini plus. Pour ce qui est des cadrons, donc je vais en mettre en vente comme chaque année. Et il vous suffit simplement de m'envoyer un mail à l'adresse que je vais vous mettre en bas de l'écran. Et ils seront disponibles, je pense, cette année à compter du 7 avril quand la chaleur va revenir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis je vous dirai exactement combien j'ai de cadrons de dispo.
On en a repéré une mini avec Baptiste qui avait besoin de nourriture. Donc c'est comme ça, je leur mets un demi-candy. Comme ça, je suis sûre qu'elles tiendront au moins une semaine à 10 jours si vraiment la chaleur ne revient pas tout de suite. Donc celle-ci, c'est une belle population, elle est assez grosse. Et on peut voir qu'il n'y a pas du tout de miel sur l'arrière de la mini. Elles rendent pas mal de pollen là, elles ont des belles pelotes de pollen après les pattes. Mais par contre là on est sur l'arrière de la mini et c'est vraiment que du couvain qui vient d'être pondu. Pas de provision, donc il faut apporter un complément en candy. Donc je renfume pour pas les écraser. Hop. Alors le bout de plastique noir, vous avez été nombreux à me demander à quoi ça servait. En fait je le pose sur la tête des cadres pour éviter que quand j'ouvre la Mini Plus, tous les cadres viennent. Si vous mettez pas le plastique, en fait ce qui se passe c'est que les cadres ils collent au couvercle de la Mini et tout est soulevé en même temps. Donc on risque d'écraser des abeilles ou d'écraser la reine au moment de la manip. Donc en fait la bâche noire elle me sert essentiellement à éviter que les cadres ne collent après le nourrisseur ou le toit. Donc on refume parce que ça a remonté bien évidemment. Voilà. Donc je leur pose le plastique comme ça pour qu'elle puisse monter par là. Le morceau de candy par-dessus. Je fais une craille à l'intérieur du nourrisseur pour qu'elles puissent, pour que celles qui sont encore dans le nourrisseur puissent redescendre dans la mini dans la journée. Je retourne le nourrisseur dessus et je referme. Et là, elles restent bien au chaud, sans problème, sans souci d'isolation, tout est bien fermé. Il y a même l'œuvre de mon pivert qui est passé par là cet hiver, qui m'a laissé un petit message sur le toit. On remet la pierre et puis c'est bon pour celle-là. Voilà pour ce qui était du contrôle des provisions des Mini Plus. On va passer maintenant aux ruchettes 6 cadres avec Baptiste. Donc hier j'étais avec Théo. J'alterne mes saisonniers un jour sur deux pour pas trop les fatiguer pendant leur période de confinement. Bon allez Baptiste, on va voir les ruchettes. C'est parti. Un autre rucher là cet après-midi avec Baptiste pour regarder un petit peu l'état des provisions sur les ruchettes 6 cadres. Et puis ensuite on jettera un petit coup d'œil sur les ruchettes là qui sont dans le rucher où j'ai une partie en polystyrène. On va ouvrir celle-ci. Là on a un beau cadre de couvain fermé ici. Là on voit qu'il y a encore des provisions suffisamment sur le haut du cadre et puis là sur l'arrière du cadre. Donc ce qui correspond à l'arrière de la ruchette. Il reste plein de miel et tout autour elles ont mis du pollen. Et si on regarde bien là il y a des larves. Donc, il y a les larves couvain ouvert là. Donc là c'est une belle ruchette, il reste encore assez de provisions. On va regarder un autre cadre.
encore un beau cadre de couvain fermé. Toujours avec assez de provisions sur l'arrière, donc celle-ci, pas besoin de la nourrir. Il y a encore assez de réserve pour tenir jusqu'à la semaine prochaine. On va la refermer. Et puis on va aller voir une ruchette en polystyrène. Voilà. On va regarder une ruchette en polystyrène pour voir un peu la différence de développement, sachant que les essaims qui ont été faits dans les ruchettes en bois et les ruchettes en polystyrène, ils ont exactement le même âge. Ils ont été faits, je pense que ça doit être fin juin, début juillet de l'année dernière. Et pour moi, il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus beau dans une ruchette en polystyrène que dans une ruchette en bois. Donc toujours le bout de plastique pour éviter que ça colle au nourrisseur ou au toit de la ruchette. Là, elles ont fini sur la luzerne l'année dernière, ce qui explique qu'il y a quand même pas mal de construction au-dessus des cars. En fait, il fallait bien qu'elles stockent tout le surplus de luzerne qu'elles ont rentré l'an dernier. Et là, au-dessus des cars, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont en train de rentrer du nectar, parce que là, c'est vraiment tout fait. Ça doit dater d'hier ou d'aujourd'hui. Je sais même pas si je vais la déranger plus que ça, parce que ça m'embête un peu, il y a beaucoup de population. On va quand même retirer un cadre juste pour voir le développement du couvain dans les polystyrènes. Alors, je vais faire un peu de nettoyage. Hop. Juste au-dessus. Celle-ci est un peu plus en avance que la ruchette en bois qu'on a revue il y a quelques instants, parce qu'elle est un peu plus développée du fait qu'il y a déjà du couvain de mâle ici sur le cadre qui a été pondu. Il y a aussi du couvain fermé qui va être bientôt perculé ici, là. Vraiment un beau cadre de couvain celui-là. En le retournant de l'autre côté, on a le couvain fermé qui est ici. Il reste encore assez de provisions ici. Et tout ça ici, c'est du couvain ouvert. Donc dedans, il y a beaucoup de grosses larves ici. Et puis en périphérie, donc près du miel, et il y a des œufs pondus et des jeunes larves. C'est une belle colonie. Et personnellement, je trouve qu'elles sont quand même plus belles dans les polystyrènes que dans les bois. On va fumer un petit coup parce qu'il y a du monde là-haut. Voilà. On va resserrer un peu le cadre. Et puis on va la laisser tranquille. Donc ces essaims-là, ils vont être transvasés, je pense, début avril, dès qu'il va refaire chaud. Je voulais retourner donc avec vous sur le problème du varroa. J'ai mis une ruche de côté qu'on a ramenée avec Théo là cette semaine
pour vous montrer parce que, comme je vous disais, j'ai eu plusieurs retours de certaines personnes qui m'ont contacté pour me dire on a traité à la pivard ou à une autre molécule, hein, peu importe. Et mes colonies, elles sont crevées, elles sont pleines de nourriture. Et il reste un petit tas d'abeilles comme ça, ou du couvain. Et il y a même une personne qui m'a dit, oui, les abeilles, elles ont dû mourir de faim parce qu'elles sortent la tête de l'alvéole en tirant la langue. Je vais vous passer une photo, justement, de la constatation qu'on peut faire en ouvrant ces ruches-là. En fait, ce qui se passe quand vous avez ce type de symptômes, on va dire, ou ce type de constatation, quand vous avez des abeilles qui tirent la langue, c'est pas des abeilles qui en fait sont mortes de faim. Ce sont des abeilles qui étaient trop faibles pour sortir de l'alvéole et qui n'ont pas reçu non plus l'aide des nourrices pour venir les aider à sortir de leur alvéole. En fait, c'était une colonie qui était trop affaiblie par le varroa. Et je vais vous montrer justement un petit peu le cas clinique qui en ressort. C'est une ruche que j'ai ramassée là, donc qui a dû mourir, je pense, au mois de décembre ou courant janvier. Elle est pleine de provisions et elle présente du couvain fermé avec des alvéoles percées. Donc on va regarder ça ensemble. Là, donc bien sûr, le couvain est moisi, hein, parce que plus personne n'était là pour s'occuper du couvain. Je vais éteindre la lumière, ça sera plus net. Vous voyez donc sur ce couvain-là, vous avez ici, je vais vous montrer, ici vous avez 2 têtes d'abeilles qui sortent la langue, comme je vous parlais tout à l'heure. Et puis, sur le restant du couvain, vous avez des alvéoles avec des micro-trous, comme ceci. Alors ça, en fait, c'est le varroa qui fait ces petits trous là, parce qu'une fois qu'il a fait son œuvre et qu'il voit que tout le monde est bien infesté et puis qu'il s'est bien reproduit, il ressort de l'alvéole des alvéoles d'abeilles qui étaient déjà mortes. Un peu plus loin sur le cadre, on a encore le même cas avec encore des alvéoles avec des trous, voilà. Et encore une là, une pauvre petite abeille qui a pas pu sortir, quoi, en fait. Et puis encore plus haut, encore des trous. Ça, c'est l'œuvre du varroa. Et ce que je veux vous montrer de plus près, sur cette ruche-là, elle a été traitée à la pivard à la mi-septembre. Donc, comme je vous dis, nous, on traite un peu plus tard, puisqu'on est en production de miel de luzerne, donc on ne peut pas se permettre de traiter au mois de juillet. Donc moi j'ai posé mes lanières à pivard, je pense que c'est quand même assez... Vous pouvez constater la marque de la lanière dans le cadre, hein. Quand on le regarde comme ça, on voit bien qu'il y a la lanière de traitement qui passait là, puisque tout le couvain était comme ceci sur ce cadre. Tout ça pour vous dire que malgré 2 traitements anti-varroa, moi, j'ai traité durant 12 semaines aux lanières à pivard et puis un traitement à l'acide oxalique par dégouttement mi-décembre. Et malgré tout ça, j'ai quand même des colonies qui sont mortes infestées de varroa. Je pense que c'est un problème qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si vous vous êtes retrouvé avec une ruche pleine de provisions, et ce genre de constat au niveau du couvain avec des abeilles qui tirent la langue, c'est dû à 100% dû au varroa. Là, on a pu voir dans le fond de l'alvéole qu'il restait encore des varrois qui étaient morts. Le traitement à l'acide oxalique par dégouttement, je l'avais fait suite au live Facebook que je vous avais fait, je crois, au mois de novembre, quand je vous avais dit qu'il tombait encore plus de 500 varrois malgré déjà 8 ou 10 semaines de traitement à la pivard. Bon, je pense que le fait que j'ai un gros taux d'infestation, ça vient aussi du mois de février 2019. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu 15 jours de super beau temps qui a permis justement aux reines de se remettre à pondre, mais malheureusement aux varrois aussi de se reproduire à vitesse grand V déjà dès le mois de février.
Et puis, comme je transhume sur la luzerne et que la luzerne, elle rentre au moins jusqu'au début septembre, eh bien moi, je ne peux pas traiter au mois de juillet. C'est le gros souci. Sur mon exploitation, je ne peux pas traiter au mois de juillet aux lanières apivare puisque mes ruches sont encore en production. Face à ce souci-là, au mois de novembre, ce que j'ai essayé de mettre en place sur mon exploitation, comme je fais des reines inséminées, je les ai toutes surveillées en chute naturelle durant l'hiver. C'est-à-dire que toutes les semaines, je passais, je tirais mes tiroirs en dessous de mes planchers et je comptais exactement combien de varrois y tombaient toutes les semaines. Donc toutes les semaines, je me basais donc sur 7 jours et sachant que l'hiver, on ne doit pas avoir plus d'un varroa par jour qui tombe sur les langes. Si on est à plus d'un varroa par jour, évidemment, ces colonies-là ne seront pas retenues dans mes élevages pour cette saison. Donc depuis le mois de novembre, j'ai noté toutes les chutes naturelles de mes varrois. Et cette année, je vais essayer d'axer mon élevage sur celles qui avaient le moins de chutes naturelles. Je les surveille encore en ce moment. Et je me base donc à partir du 15 mars à 2 varrois par jour en chute naturelle. Donc sur la semaine, on est à 14 varrois maximum de tombée. J'en ai une qui a 14 et j'en ai 3 autres qui sont en dessous du taux d'infestation. Donc je vais baser mes élevages sur ces colonies-là et ce qu'on va voir en saison, je vais mettre aussi en place un système de comptage de varrois pour mesurer le taux d'infestation de mes colonies, justement sur celles-ci que j'ai repérées, sur mes inséminés. Et je vais faire des lavages d'abeilles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre 42 grammes d'abeilles, ça fait à peu près 300 abeilles, qu'on récupère sur un cadre de couvain ouvert, de préférence du couvain avec des grosses larves, sur une population de nourrices qu'il faut prendre. Et soit on fait le lavage de suite avec l'échantillon qu'on ramène à la maison, soit on fait nos échantillonnages dans le rucher et on met les abeilles dans une glacière en attendant de faire les comptages à la maison. Ce système de lavage d'abeilles, on en reparlera durant la saison. Je pense que je vais le faire sur celles qui ont un faible taux de varroa. Je pense que je vais le faire d'ici peu pour confirmer justement mes comptages. Et puis on reparlera de tout ça au courant de la saison avec les différents tests que je mettrai en place pour justement éviter d'avoir des colonies qui crèvent de varroa durant l'hiver. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette semaine. Donc sur cette semaine-là, j'ai vraiment été aux abeilles que vendredi et samedi parce que on avait 14 degrés et 18 degrés aujourd'hui. Donc là, il fallait vraiment que j'en profite pour voir si les provisions étaient suffisantes sur les mini puis les ruchettes 6 cadres. Faut pas se louper à ce moment-là alors qu'on est à une semaine du grand beau temps et du commencement du remplissage des hausses. Pour ce qui est des hausses, comme je vous disais, je vais certainement les poser à partir du 6 avril. Avant non, puisqu'il nous annonce quand même une semaine de froid, donc poser un volume en plus sur la ruche, ça risque de les refroidir pour rien. Pour ce qui est des pertes hivernales, donc là on a fait le tour des ruchers avec Théo et puis pour les mini avec Baptiste. Donc pour ce qui est des ruches de production, je suis à 1,5% de pertes. Donc c'est-à-dire les colonies que j'ai retrouvées mortes. Pour les non-valeurs, je suis à 2%, donc c'est relativement peu. Ça m'embête toujours de retrouver des colonies mortes, mais là, j'ai environ 15-20 colonies qui sont mortes vraiment du varroa, malgré des traitements à l'apivare et un traitement à l'acide oxalique par dégouttement que j'ai fait mi-décembre.
Donc malgré tout ça, j'avais quand même un fort taux d'infestation sur ces colonies-là. Pour ce qui est des pertes, pour les mini plus, je suis à 0,2% de pertes. Beaucoup. Quelques-unes que j'ai retrouvées orphelines. Donc ça arrive toujours. Niveau ruchette 6 cadres, j'ai dû en perdre 2, donc c'est vraiment pas énorme par rapport à ce que j'ai quand même hiverné. Là, j'ai dû hiverner à peu près un peu plus de 200 ruchettes. Tout ça, ça sera transvasé donc début avril. Je vends pas d'essaim et je vends pas de rennes non plus. Donc vraiment, moi, mon exploitation, elle est vraiment basée sur la production de miel. Donc ces essaims-là vont me permettre de faire du miel et ils seront transhumés pour une partie sur l'acacia. Donc c'est pour ça que je les vends pas, parce qu'ils vont me permettre de faire ma production de miel cette année. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le petit point qu'on a fait là sur le varroa et puis le cas de couvain mort de l'infestation de varroa, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis que j'espère que vous ne retrouverez pas vos ruches évidemment crevées de varroa, mais pour celles que vous avez retrouvées qui étaient vraiment pleines de provisions, avec du couvain, avec les abeilles qui tirent la langue comme on a pu voir. Donc tout ça, c'est dû à une trop forte infestation du varroa. J'espère que ça aura pu vous aider et puis vous éclairer un petit peu dans ce que vous avez pu retrouver dans vos ruches quand vous avez constaté qu'elles étaient mortes. Voilà, je pense que je vais vous laisser là. Moi, je vais partir parce que j'ai encore une paire de ruchettes là-haut dans le fond à aller voir. Il m'en reste plus énormément, il m'en reste une petite vingtaine à regarder, donc là on tient le bon bout. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao.